Bienvenue dans Histoire de vengeance avec papa, où des récits puissants de trahison, de justice et de rédemption prennent vie. Suivez une figure paternelle qui partage des contes poignants, remplis de sagesse, d'émotion et de rebondissements inattendus. Installez-vous et découvrez la vengeance racontée avec une force calme et un impact inoubliable. Ma femme est morte dans un accident soudain. Quelques jours plus tard, le notaire m'a remis les clés d'un Pantouse de luxe, en disant « C'est à votre nom maintenant ». De son vivant, elle m'avait strictement interdit de l'interroger sur ses voyages d'affaires. J'avais l'intention de le vendre, mais avant cela, j'ai décidé de le visiter. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis figée sous le choc car, assise dans le salon, se trouvait. Je suis ravie de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez afin que je puisse voir jusqu'où mon récit est parvenu. Je n'aurais jamais pensé tenir les clés d'une vie dont j'ignorais l'existence. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les funérailles d'Ella, et je trouvais encore des fragments de sa vie éparpillés dans notre maison de Maple Street. Sa tasse de café était toujours dans l'évier, avec une légère tache de rouge à lèvres sur le rebord que je ne pouvais me résoudre à nettoyer. La lumière du matin filtrait par la fenêtre de la cuisine de la même manière depuis 35 ans. Mais tout semblait différent désormais, vide, comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant qu'elle franchisse la porte avec ce bruit familier de talons sur le parquet. J'avais 60 ans et, pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais complètement perdue. La sonnette interrompit mes pensées. À travers l'œilleton, je vis Monsieur Harrison, notre avocat de famille, debout sur le porche avec une enveloppe Kraft dans ses mains ridées. Son expression était inhabituellement sérieuse. « Steven, dit-il quand j'ouvris la porte, de ce ton prudent que les gens utilisent lorsqu'ils s'apprêtent à annoncer une nouvelle à laquelle vous n'êtes pas préparé. J'ai quelque chose qui appartenait à Ella, quelque chose qu'elle a spécifiquement demandé de vous remettre après les funérailles. » Je le conduisis au salon. Le canapé en cuir portait encore la légère empreinte de l'endroit où elle s'asseyait toujours pour lire ses romans d'amour qu'elle prétendait n'être que de simples divertissements. Monsieur Harrison s'installa dans le fauteuil en face de moi. Ella est venue me voir il y a environ 6 mois, commença-t-il. Elle a mis à jour son testament, mais elle a aussi laissé des instructions spécifiques concernant certains biens qui n'étaient pas inclus dans le document principal. Mon cœur se mit à battre plus vite. En 35 ans de mariage, Ella ne m'avait jamais rien caché d'important. Nous partagions tout. Les comptes bancaires, les décisions d'investissement, même son mot de passe de messagerie. Elle était méticuleuse sur la transparence, disant toujours que les secrets étaient là. Mort de tout bon mariage. Quel genre de bien, demandai-je, la bouche soudainement sèche. Monsieur Harrison ouvrit l'enveloppe et en sortit un jeu de clés argentées. D'apparence moderne, attaché à un petit badge rectangulaire avec une adresse imprimée, Tour Downtown, unité 21007. Sous l'adresse, de l'écriture soignée. Dès là, se trouvaient les mots, pour Steven, je suis désolé. Je fixai les clés, mon esprit luttant pour traiter ce que je voyais. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un appartement de luxe en centre-ville, dit Monsieur Harrison. Ella l'a acheté il y a 8 ans. L'acte est à son nom, mais selon ses instructions, la propriété vous est transférée immédiatement à son décès. Pas de succession, pas d'attente. C'est à vous maintenant. 8 ans. Pendant 8 ans, ma femme avait possédé une propriété dont je ne savais rien. La femme qui ne pouvait pas garder le secret d'une fête.
d'anniversaire surprise pendant plus de 3 jours avait réussi à me cacher un appartement entier pendant près d'une décennie. Pourquoi? Le mot sortit. Dans un murmure. Pourquoi me cacherait-elle cela? Je lui ai posé la même question. Elle a dit que c'était lié à ses voyages d'affaires, qu'elle avait besoin d'un endroit où loger lorsqu'elle travaillait tard en ville. Elle a été très précise sur une chose, cependant, elle m'a fait promettre de ne jamais vous en parler de son vivant. Elle disait qu'il valait mieux pour tout le monde que certaines choses restent privées. Les voyages d'affaires, bien sûr. Pendant 15 ans, Ella avait effectué des voyages réguliers en ville. Elle disait toujours que c'était pour son travail de consultante en comptabilité. Quand j'essayais de demander des détails, elle devenait défensive, disant que j'étais contrôlant. J'avais appris à ne plus poser de questions. Après le départ de Monsieur Harrison, j'ai conduit jusqu'à la tour downtown. L'ascenseur pour le 21e étage me parut durer une éternité. L'unité 21107 était au bout d'un long couloir. J'ai inséré la clé dans la serrure. L'appartement était magnifique, avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. Mais c'est le son qui m'a glacé. De la musique jazz jouait doucement, et j'entendais le tintement de vaisselle dans la cuisine. Quelqu'un était ici. Bonjour, ai-je crié. Le bruit s'est arrêté. Une jeune femme d'environ 30 ans est apparue. Elle avait les yeux verts d'Ella. Elle portait un médaillon en argent que je reconnus. Immédiatement, il appartenait à la grand-mère d'Ella. Vous devez être Steven, dit-elle d'une voix douce. Maman a dit que vous finiriez par venir. Je suis Sarah. Je suis votre fille. Ces mots furent un choc physique. Je m'effondrai sur le canapé. Papa, murmura-t-elle. Dans ce seul mot, j'entendis 32 ans d'attente. Sarah m'expliqua qu'Ella avait prévu de tout me dire bientôt. Sarah était née en octobre 1992, alors que nous étions mariés depuis 2 ans. Pendant que nous luttions contre l'infertilité, Ella était déjà mère d'un enfant qu'elle avait placé dans une famille d'accueil à Chicago, tout en gardant contact secrètement. Le père biologique était un certain Richard Coleman, un homme qu'elle avait connu avant moi. Ella m'avait choisi, moi, parce que j'étais sûre, mais elle avait maintenu cette double vie pendant des décennies, finançant l'appartement de Sarah avec de l'argent détourné. Sarah me tendit une boîte de lettres. Des dizaines de lettres écrites par Ella. Au fil des ans, certaines m'étaient adressées. Dans l'une d'elles, écrite peu avant l'accident, elle confessait tout, j'ai une fille. Elle s'appelle Sarah. Je n'ai pas su comment défaire 35 ans de tromperie sans détruire tout ce que j'aime. Mais il y avait pire. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Steven Harrison. C'est Richard Coleman. Nous devons parler. Je sais pour l'appartement et pour Sarah. Ella m'a promis certaines choses. Rencontrez-moi demain à 14 heures. Venez seul. Le lendemain, je rencontrai Richard dans un café. Il était grand, avec une allure d'artiste bohème. Il alla droit au but, il voulait l'argent qu'Ella lui avait promis. Selon lui, Ella allait me quitter pour lui. Il me montra des documents, des polices d'assurance vie de 250 000 $, des comptes d'investissement. Au total, près de 600 000 $ détournés de notre patrimoine, dont il était le bénéficiaire. Ella allait divorcer pour m'épouser, dit-il avec un sourire cruel. Sarah veut un vrai père, pas quelqu'un de rigide comme vous. Dévastée, je retournai à l'appartement.
Sarah et moi avons alors fouillé les dernières lettres d'Ella. Nous avons découvert la vérité, Richard manipulait Ella. Dans sa toute dernière lettre, elle écrivait qu'elle avait réalisé son erreur. Richard ne s'intéressait qu'à son argent. Elle avait décidé de rompre avec lui et de me revenir honnêtement. Richard veut quelque chose qui n'a rien à voir avec l'amour. Steven, je t'ai toujours aimé. Elle avait commencé les démarches pour remettre les assurances à mon nom juste avant de mourir. Mon avocat confirma plus tard que les documents de Richard étaient des faux ou des brouillons sans valeur légale. 3 mois plus tard, j'ai vendu la maison de Maple Street. Trop de souvenirs douloureux. Sarah, avec une intégrité incroyable, a refusé la majeure partie de l'héritage, insistant pour que je garde l'argent pour ma retraite. Je veux un père qui n'a plus à s'inquiéter de l'argent, me dit-elle. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Sarah est chez moi. Elle m'a offert une photo d'elle bébé avec Ella. Elle m'appelle « Papa ». Richard a disparu de nos vies après avoir été menacé de poursuites pour fraude. J'ai pardonné à Ella. Je lui pardonne tous les mensonges, les secrets, parce que sans ses choix, je n'aurais jamais trouvé Sarah. Parfois, il faut tout perdre pour trouver ce dont on a réellement besoin. Parfois, la famille que l'on choisit est plus réelle que celle du sang. Et parfois, l'amour suffit à reconstruire quelque chose de magnifique sur les cendres d'une trahison. Nous partons en Irlande cet automne, comme Ella et moi en avions rêvé. Mais cette fois, je pars avec ma fille. J'ai regardé Isabella, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui m'avait échappé. Pas de la culpabilité, pas de la honte, même pas de la pitié. Il y avait de l'anticipation, de l'excitation. Elle attendait que je m'effondre, que je supplie, que je fasse une scène qui justifierait l'histoire qu'elle avait déjà préparée sur mon instabilité émotionnelle et mon inaptitude en tant qu'époux. Au lieu de cela, j'ai souri. Cela m'a surpris autant qu'elle. Tu as tout à fait raison, ai-je dit calmement. C'est une question de dignité et de respect pour la mémoire de mon père. Isabella a cligné des yeux, manifestement déstabilisée par ma réponse calme. La main de Marcus s'est crispée de manière protectrice sur son dos, comme s'il pensait que j'allais soudainement me jeter sur lui. Je suis contente que tu comprennes, a dit Hélène, bien qu'elle semble déçue. L'unité familiale est si importante dans des moments pareils. J'ai hoché la tête lentement, mes yeux passant d'Isabella à Marcus, puis à Hélène. Et James. Chaque visage affichait le même mélange de suffisance et d'attente. Ils attendaient tous quelque chose, que je m'écroule, que je fulmine, que je fournisse le final dramatique au récit qu'ils avaient construit sur ma place. Dans leur nouveau monde de richesse. Mais alors que je me tenais là sous la pluie, sentant le poids de cette mystérieuse enveloppe dans ma poche, quelque chose avait changé en moi. La partie de moi qui avait passé des années à essayer de gagner leur respect, à essayer de prouver que j'étais digne de l'amour d'Isabella, à essayer de m'excuser de ne pas être l'homme qu'il pensait qu'elle méritait, cette partie avait tout simplement disparu. À sa place se trouvait autre chose, quelque chose de plus froid, de plus patient, quelque chose qui comprenait la différence entre perdre et choisir de ne plus jouer. On se voit au service, ai-je dit finalement, ma voix portant une note qui a fait plisser légèrement les yeux d'Isabella. En m'éloignant vers la modeste berline qui allait me conduire au bord de la tombe de mon père, j'ai entendu Marcus dire quelque chose qui a fait rire les autres. Mais pour la première fois depuis des années, leur rire n'a pas piqué. Cela n'avait pas d'importance.
Ce qui importait, c'était l'enveloppe dans ma poche et la certitude croissante que ces funérailles n'allaient pas se terminer comme il l'espérait. Le jeu ne faisait que commencer, et il n'avait aucune idée qu'ils étaient déjà en train de perdre. L'enveloppe me semblait plus lourde dans ma poche alors que j'étais assis à l'arrière de la modeste berline, regardant le cimetière s'effacer derrière nous. Les autres passagers, des cousins éloignés dont je me souvenais à peine des noms, menaient une conversation polie sur la longue vie de mon père et son décès. Paisible. Je hochais la tête par intervalles, mais mon esprit était ailleurs. Revoyant la scène de la limousine avec une clarté croissante. Ce n'était pas seulement la célébration qui me dérangeait. C'était la confiance, l'assurance absolue dans leur voix quand ils parlaient d'héritage, du fait que mon père avait enfin retrouvé ses esprits, des finances de la famille. Il ne devinait pas le contenu du testament de mon père. Il savait quelque chose. De retour chez moi, j'ai enfin eu un moment pour examiner l'enveloppe correctement. Elle était de couleur crème, papier épais, avec mon nom écrit de l'écriture distinctive de mon père sur le devant. À l'intérieur, j'ai trouvé une clé unique attachée à un petit morceau de papier avec une adresse que je ne reconnaissais pas. Et en dessous, une brève note: Richard, si tu lis ceci, c'est qu'ils ont déjà commencé à mentir. Le coffre-fort te dira tout. Ne fais confiance à personne d'autre. Papa. Le coffre-fort se trouvait dans une banque dont je n'avais jamais entendu parler, située dans un quartier de la ville où je me rendais rarement. L'employé âgé qui m'a aidé semblait attendre mon arrivée, ce qui m'a paru étrange jusqu'à ce que je réalise que mon père avait dû prendre des dispositions à l'avance. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur a tout changé. Il y avait des documents remontant à 3 ans, des rapports de détectives privés, des photographies, des relevés bancaires, le plus accablant de tous, des copies de mes entre Isabella et sa famille qui m'ont glacé le sang. Mais c'était la lettre sur le dessus, adressée à moi de la main de mon père, qui m'a fait comprendre toute l'ampleur de ce qui se passait dans ma propre maison. Richard, commençait la lettre, au moment où tu liras ceci, je serai parti. Et ils auront agi. Je suis au courant de la liaison d'Isabella depuis 3 ans. Maintenant, je connais les plans de sa famille depuis presque aussi longtemps. Ce que tu ne sais pas, c'est à quel point cette trahison est profonde, ni avec quel soin ils ont planifié ta destruction. J'ai dû lire cette phrase 3 fois avant de bien l'assimiler. 3 ans. Mon père avait regardé ma femme me trahir systématiquement pendant 3 ans, et il n'avait rien dit. Au début, j'ai ressenti une bouffée de colère. Pourquoi ne m'avait-il pas prévenu? Mais en continuant ma lecture, j'ai commencé à comprendre. Je voulais te le dire immédiatement, poursuivait la lettre, mais j'ai réalisé que cela ne te protégerait pas de ce qu'il préparait réellement. Isabella n'a pas seulement une liaison, mon fils. Elle travaille avec sa famille pour se positionner comme ta tutrice afin de te faire déclarer incapable quand viendra le moment d'hériter de ma succession. Il monte un dossier pour prouver que tu es instable émotionnellement, irresponsable financièrement et incapable de gérer des actifs importants. Mes mains tremblaient en tournant la page. Ce n'était pas seulement de l'adultère. C'était une conspiration à long terme conçue pour voler mon héritage en détruisant ma réputation et ma santé mentale. Les rapports du détective privé te montreront l'étendue de leur planification. Continuait la lettre. Isabella t'a systématiquement isolé de tes amis et de ta famille élargie. Elle a documenté chaque moment de frustration que tu as montré, chaque éclat de voix, chaque signe de stress, pour les présenter à un psychiatre comme preuve de maladie mentale.
Son frère James a travaillé avec un avocat pour préparer les papiers de mise sous tutelle. J'ai repensé aux 3 dernières années, me rappelant des incidents qui semblaient être des frictions conjugales normales à l'époque, l'insistance d'Isabella pour que j'arrête de jouer au poker avec mes amis d'université sous prétexte que c'était un comportement addictif, sa suggestion que je vois un thérapeute pour gérer ma colère après que j'ai élevé la voix lors d'une dispute sur ses dépenses, la façon dont elle avait commencé à enregistrer nos conversations sur son téléphone, prétendant que c'était pour nous aider à mieux communiquer. Chaque souvenir prenait une dimension sinistre. Elle n'avait pas essayé d'aider notre mariage. Elle construisait un dossier juridique contre moi. Les photographies étaient pires que les rapports écrits. Il y avait des photos d'Isabella et Marcus ensemble remontant à 4 ans, et non aux 6 mois que je soupçonnais. Des photos d'eux cherchant des maisons dans des quartiers chics. Des photos d'Isabella déjeunant avec des avocats, signant des documents que je n'avais jamais vus. Mais les relevés bancaires sont ce qui m'a rendu physiquement malade. Au cours des 2 dernières années, Isabella avait retiré de l'argent de notre compte joint. De petites sommes, jamais assez pour attirer mon attention, mais totalisant près de 15 000 $. L'argent que je supposais être destiné aux dépenses du foyer ou à ses activités de club de lecture avait en réalité financé sa vie secrète avec Marcus. Il y avait des reçus pour des chambres d'hôtel, des dîners coûteux et des virées shopping qui coïncidaient avec les jours où elle me disait qu'elle rendait visite à son ami malade dans la ville voisine. Il y avait des relevés de cartes de crédit pour des cartes dont j'ignorais l'existence, tout à mon nom, montrant des achats de bijoux et de lingerie que je ne l'avais jamais vu porter. J'étais assis dans le fauteuil préféré de mon père, entouré des preuves de la trahison de ma femme, quand mon téléphone a sonné. L'identifiant affichait un numéro que je ne reconnaissais pas. Richard Covington. La voix était professionnelle et tranchante. Ici. Margaret Chen, du cabinet Patterson, Chen et Associés. J'étais l'avocate de votre père. Je pense que nous devons nous voir immédiatement. Le cabinet d'avocats était situé dans le quartier financier, dans l'une de ces tours de verre qui me donnaient l'impression d'être mal habillée, même avec mon meilleur costume. Margaret Chen était une femme d'une 50aine d'années, avec des cheveux noirs striés d'argent et des yeux qui semblaient tout voir. Elle m'a serré la main fermement et m'a fait signe de m'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir face à son imposant bureau en chêne. Tout d'abord, a-t-elle dit sans préambule, permettez-moi de vous présenter mes condoléances pour votre perte. Votre père était un homme remarquable et un planificateur méticuleux. Elle a ouvert un épais dossier et en a sorti un document que j'ai reconnu comme étant un testament. Deuxièmement, je dois vous informer que ce qui s'est passé aux funérailles aujourd'hui était basé sur des informations frauduleuses. Mon estomac s'est noué. Que voulez-vous dire? Votre père soupçonnait que votre femme et sa famille pourraient essayer d'interférer avec la planification de sa succession. Il y a environ 6 mois, il m'a demandé de créer 2 versions de son testament. L'une était un leurre conçu pour paraître officielle, mais contenant de fausses informations sur ses actifs et ses bénéficiaires. L'autre est le document réel, que seuls vous et moi connaissons. Elle a fait glisser le testament factice sur le bureau. Je l'ai lu rapidement, le cœur s'emballant à chaque ligne. Selon cette version, mon père laissait tout à Isabella avec une note précisant qu'il avait perdu confiance en la capacité de Richard à gérer les actifs familiaux de manière responsable. Il y avait même un paragraphe sur mes récentes difficultés avec la stabilité émotionnelle et le jugement financier.
C'est la version qu'Isabella a réussi à obtenir, a poursuivi Margaret. Probablement par vol, bien que nous ne puissions pas encore le prouver. Elle l'a montré à des gens toute la semaine dernière, affirmant que c'était le testament officiel, mais ce n'est pas le vrai. Absolument pas. Margaret a sorti un autre document, celui-ci portant des sceaux officiels et des marques de légalisation. Voici le testament réel de votre père, exécuté il y a seulement 3 mois. Vous, Richard, êtes le seul bénéficiaire de l'intégralité de sa succession, qui comprend non seulement sa maison et ses économies, mais plusieurs propriétés et investissements dont Isabella ignore même l'existence. J'ai fixé le document, lisant mon nom encore et encore. De combien parle-t-on? Environ 12 400 000 $ d'actifs totaux. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. 12,4 millions de dollars. Mon père, l'homme qui avait vécu modestement dans la même maison pendant 30 ans, qui conduisait une voiture de 10 ans et découpait des coupons dans le journal du dimanche, valait plus de 12 millions de dollars. Mais il y a autre chose que vous devez savoir, a dit Margaret, son expression s'assombrissant. Votre père ne se contentait pas de soupçonner qu'Isabella vous trompait. Il en avait la preuve. Et il a découvert qu'elle est. Sa famille prévoyait de vous faire déclarer mentalement inapte afin de contrôler votre héritage par le biais d'un accord de tutelle. Elle m'a tendu un autre dossier, celui-ci contenant des évaluations psychiatriques auxquelles je n'avais jamais accepté de participer, des évaluations basées sur des observations fournies par Isabella et sa famille, me peignant comme un homme souffrant de dépression, d'anxiété et de délire financier. Ils allaient attendre après les funérailles, a expliqué Margaret. Une fois qu'Isabella aurait été présumée aux commandes de l'argent de votre père, il prévoyait de vous faire interner pour une évaluation psychiatrique. Avec ces rapports fabriqués et le témoignage d'Isabella sur la détérioration de votre état mental, ils auraient probablement réussi à faire nommer un tuteur par le tribunal pour prendre le contrôle de vos affaires. J'ai repensé au comportement d'Isabella ces derniers mois, les conversations inquiètes sur mon niveau de stress, ses suggestions sur le fait que je pourrais bénéficier d'une aide professionnelle, la façon dont elle avait commencé à me traiter comme un invalide à qui on ne pouvait pas confier de décision importante. Elle jouait à long terme, ai-je dit lentement. Très long terme, et avec une planification très soignée. Mais votre père était plus malin qu'il ne le pensait. Margaret a souri pour la première fois depuis que j'étais entrée dans son bureau. La question maintenant est, que voulez-vous faire? Je me suis adossée au fauteuil en cuir, l'esprit en ébullition. Isabella et sa famille pensaient avoir gagné. Ils étaient probablement chez moi en ce moment. Même, fouillant dans les papiers de mon père, planifiant leur prochaine étape, célébrant leur victoire sur le mari faible et instable qui était sur le point de tout perdre. Ils n'avaient aucune idée que leur plan soigneusement construit reposait sur un tissu de mensonges et que le vrai testament de celui qui comptait me donnait non seulement la liberté financière, mais aussi le pouvoir de décider comment cette histoire se terminerait. J'ai regardé Margaret Chen, cette femme qui avait aidé mon père à me protéger. Même après sa mort, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé. Depuis des années, le contrôle. Je veux leur donner exactement ce qu'ils attendent, ai-je dit finalement. Pour l'instant. Margaret a haussé un sourcil. Vous voulez les laisser croire qu'ils ont réussi. Je veux qu'ils me montrent exactement qui ils sont vraiment. Je veux voir jusqu'où ils iront quand ils penseront avoir gagné. Je me suis levée, glissant le vrai testament dans la poche de ma veste à côté de la lettre de mon père.
Et ensuite, je veux regarder leur monde s'effondrer quand ils réaliseront qu'ils n'ont jamais eu le moindre pouvoir. Pour la première fois en 3 ans, c'était moi qui détenais le secret. Et, contrairement à ma femme, je savais être patient. Quand j'ai franchi la porte d'entrée de ma maison ce soir-là, l'atmosphère m'a frappé comme un mur de parfums coûteux et d'excitation à peine contenue. Isabella était dans la cuisine, son téléphone pressé contre l'oreille, parlant sur le ton animé qu'elle réservait aux bonnes nouvelles. À travers l'arche, je voyais Hélène et James assis à la table de la salle à manger, des papiers étalés devant eux. Comme des plans de bataille. Oui, la lecture est prévue pour demain matin à 10h, disait Isabella. Non, il ne devrait pas y avoir de problème. Richard n'est même pas au courant. Pour les autres propriétés. Elle a ri, un son qui m'aurait réchauffé le cœur. 6 mois plus tôt, mais qui me donnait maintenant la chair de poule. Crois-moi, d'ici la semaine prochaine, tout sera réglé. Elle m'a remarqué dans l'encadrement de la porte et a rapidement mis fin à son appel. Richard, chéri, tu es rentré. Comment tu te sens? Aujourd'hui a été si difficile pour nous tous. L'inquiétude dans sa voix était parfaitement modulée, exercée. Je me demandais depuis combien de temps elle répétait ce ton. L'épouse attentionnée soucieuse de l'état mental de son mari en deuil. Les paroles de Margaret Chen résonnaient dans mon esprit. Il montait un dossier. Pour mon incapacité. Je gère, ai-je dit calmement. Ce qui était vrai d'une manière qu'elle ne pouvait imaginer. C'est quoi tout ça? J'ai désigné la salle à manger, où Hélène et James faisaient semblant de lire des cartes de sympathie tout en écoutant manifestement chaque mot. Oh, on essaie juste d'aider à organiser les choses pour demain, la lecture du testament de ton père, les arrangements funéraires, tous ces détails qui peuvent être si accablants quand on est en deuil. La main d'Isabella a trouvé mon bras, ses doigts froids contre ma peau. Pourquoi tu ne t'assois pas? Tu as l'air épuisé. Je peux te faire un thé. Du thé? Elle me forçait à boire du thé depuis des mois, insistant toujours pour que je finisse la tasse, même quand il avait un goût amer. J'ai pensé au rapport psychiatrique dans le bureau de Margaret Chen, ceux qui documentaient ma prétendue paranoïa et mon anxiété. Avait-elle pris l'habitude de me droguer? L'idée aurait dû me choquer, mais après tout ce que j'avais appris, cela semblait presque inévitable. C'est très attentionné, ai-je dit. Mais je pense que je vais juste monter. Me reposer un peu. Le sourire d'Isabella a vacillé un instant. Tu es sûr? On devrait vraiment discuter de quelques questions pratiques. Il va y avoir des décisions à prendre? De la paperasse à gérer. Je ne veux pas que tu t'inquiètes de tout ça, mais on devrait parler de la façon dont nous allons tout gérer. La façon dont nous allons tout gérer, comme s'il existait encore un « nous » ayant un sens quelconque. James s'est raclé la gorge depuis la salle à manger. Richard, pourquoi tu ne te joindrais pas à nous? On essaie d'y voir plus clair dans les affaires de ton père. Il y a des questions auxquelles toi seul peux répondre. Je voyais le piège se mettre en place. Il voulait m'impliquer juste assez pour me faire signer les documents qu'ils avaient préparés, mais pas assez pour que je comprenne réellement ce que je signais. Ils avaient besoin de ma coopération pour faire fonctionner leur plan, ce qui signifiait qu'ils devaient maintenir l'illusion que je faisais toujours partie du processus de décision. Bien sûr, ai-je dit, m'installant sur l'une des chaises de la salle à manger. Je veux aider du mieux que je peux. Hélène a levé les yeux d'une pile de papier, ses yeux pâles étudiant mon visage. Avec l'intensité d'un scientifique examinant un spécimen. Richard, mon cher.
J'espère que tu comprends que nous essayons seulement d'aider. Gérer un héritage. Peut être si compliqué, surtout avec les implications fiscales et les exigences légales. Isabella et James ont fait des recherches sur les meilleures façons de tout gérer. J'ai hoché la tête, gardant une expression neutre tout en m'émerveillant intérieurement de son audace. Il discutait de mon héritage, de l'argent qui me revenait de droit, comme si j'étais un enfant ayant besoin d'adultes pour prendre des décisions à sa place. James a étalé ce qui semblait être des documents juridiques sur la table. Nous avons été en contact avec une avocate spécialisée en planification successorale. Elle dit qu'il y a plusieurs étapes que nous devons franchir immédiatement pour protéger les actifs contre une taxation inutile et des complications juridiques. J'ai reconnu l'un des documents provenant des dossiers de Margaret Chen. C'était un formulaire de procuration qui donnerait à Isabella le contrôle total sur mes affaires financières. Un autre était une directive médicale qui lui permettrait de prendre des décisions de santé en mon nom si j'étais jugée incapable de le faire moi-même. Tout cela semble très complet, ai-je dit prudemment. Mais ne devrions-nous pas attendre après la lecture officielle du testament demain avant de prendre des décisions majeures? Tous les trois ont échangé des regards si rapides que je les aurais manqués si je n'avais pas été à l'affût de ce genre de coordination. Ils savaient quelque chose sur la lecture de demain qu'ils pensaient que j'ignorais. Eh bien, a dit Isabella, sa voix empruntant ce ton patient que l'on utilise avec des parents âgés et confus. Le fait est que l'avocate de ton père nous a déjà donné un aperçu préliminaire du contenu du testament. Ce n'est qu'une formalité à ce stade. Juste une formalité. Ils étaient si confiants dans leurs documents frauduleux qu'ils n'essayaient même plus de prétendre qu'il pourrait y avoir des surprises. Je vois, ai-je dit. Et qu'est-ce que cet aperçu préliminaire a révélé? Hélène a tendu le bras par-dessus la table et a tapoté ma main avec cette gentillesse condescendante qui me faisait crisper la mâchoire. Richard, ton père était très inquiet pour ton bien-être durant ces derniers mois. Il voulait s'assurer que l'on s'occuperait bien de toi, mais il voulait aussi garantir que les actifs familiaux soient gérés de manière responsable. Ce qu'Hélène veut dire, a ajouté James avec sa franchise caractéristique, c'est que ton père a décidé qu'Isabella devrait gérer l'héritage. Il a estimé que ce serait l'arrangement le plus stable pour tout le monde. Et voilà le mensonge livré avec une telle assurance désinvolte que j'admirais presque leur audace. Ils croyaient sincèrement avoir trompé non seulement moi, mais aussi mon père. Je dois admettre que c'est un peu surprenant, ai-je dit lentement. Papa et moi parlions assez régulièrement de questions financières. Il n'a jamais mentionné d'inquiétude concernant mon jugement. La main d'Isabella s'est crispée de manière presque imperceptible sur mon bras. Chérie, tu sais comment était ton père. Il n'a jamais voulu te blesser, mais il avait remarqué à quel point tu étais stressée ces derniers temps, à quel point tu étais accablée par des décisions même simples. Il s'inquiétait de ce qui pourrait arriver si tu devais soudainement gérer seul un héritage aussi important. Stressée, accablée, incapable de prendre des décisions simples. Chaque mot était une brique supplémentaire dans le mur qu'il construisait autour de ma santé mentale depuis des mois. Je me demandais s'ils avaient répété cette conversation, s'ils avaient peaufiné exactement la façon de présenter les prétendues inquiétudes de mon père de la manière la plus dévastatrice possible. C'est logique, je suppose, ai-je dit, injectant une note d'acceptation résignée dans ma voix. Si papa estimait qu'Isabella serait mieux placée pour gérer les choses, alors je suis sûre qu'il avait de bonnes raisons. Le soulagement dans la pièce était palpable.
Hélène a même souri, la première. Expression sincère de bonheur que je voyais chez elle de toute la journée. James s'est adossé à sa chaise, sa posture se relâchant comme si un poids énorme s'était envolé. Mais c'est la réaction d'Isabella qui m'a le plus intéressée. Oh! Lieu d'avoir l'air soulagée, elle avait l'air presque déçue. Elle s'était préparée à une dispute, à une résistance, au genre d'effondrement émotionnel qui aurait validé leurs affirmations sur mon instabilité mentale. Mon acceptation tranquille l'avait privée de la confrontation dramatique qu'elle anticipait. Je suis contente que tu comprennes, a-t-elle dit prudemment. Je sais que c'est beaucoup à digérer. Tu es sûr que tu te sens bien? Tu sembles différent. Ce soir. Différent parce que je ne m'effondrais pas, parce que je ne m'insurgeais pas contre l'injustice, parce que je ne leur fournissais pas les preuves d'instabilité mentale dont ils avaient besoin pour justifier leur prochaine étape. Je pense que je suis juste fatiguée, ai-je dit. La journée a été riche en émotions. Je vais peut-être prendre ce thé finalement. Le visage d'Isabella s'est illuminé d'un sentiment qui aurait pu être du plaisir. Sincère si je n'en avais pas su davantage. Bien sûr, chérie. Je mets la bouilloire en route tout de suite. Pendant qu'elle s'affairait dans la cuisine, Hélène et James ont commencé à organiser leurs papiers avec la satisfaction efficace de personnes dont la planification méticuleuse portait enfin ses fruits. Ils pensaient que le plus dur était fait. Ils pensaient que j'avais accepté mon rôle de mari faible et incompétent qui laisserait avec reconnaissance sa femme gérer ses affaires. Pendant qu'il sombrerait dans la torpeur médicamenteuse qu'il lui réservait. Isabella est revenue avec une tasse de thé fumante qui sentait la camomille et autre chose que je ne pouvais identifier, quelque chose qui faisait paraître mes soupçons sur le fait d'être droguée moins paranoïaque et plus comme une prudence raisonnable. Bois-le pendant que c'est chaud, a-t-elle insisté, se réinstallant sur sa chaise avec un sourire satisfait. Ça t'aidera à te détendre. J'ai porté la tasse à mes lèvres, inhalant la vapeur, puis je l'ai reposée sans boire. En fait, je crois que je suis plus fatiguée que je ne le pensais. Est-ce que ça vous dérangerait si nous continuions cette discussion demain après la lecture du testament? Une nouvelle lueur de déception a traversé le visage d'Isabella, mais elle a hoché la tête. Bien sûr. Tu as besoin de repos. Demain sera une autre journée. Difficile. En montant l'escalier vers notre chambre, je les entendais reprendre leur conversation à voix basse. Ils discutaient probablement de leur calendrier, s'assurant que tous leurs documents étaient en ordre, coordonnant leur histoire pour la performance de demain. Ils n'avaient aucune idée que demain serait le jour où leur monde si soigneusement construit commencerait à s'effondrer. Dans l'intimité de ma chambre, j'ai sorti mon téléphone et appelé Margaret Chen. C'est Richard, ai-je dit quand elle a décroché. J'en ai assez vu. Je veux savoir exactement ce qui se passe quand nous révélons le vrai testament demain. Vous êtes certain, a demandé Margaret. Une fois qu'on aura fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils sauront que vous étiez au courant de leur plan. J'ai pensé à Isabella en bas, probablement en train de jeter le thé drogué que je n'avais pas bu. J'ai pensé à Hélène et James se partageant des actifs qui ne leur avaient jamais appartenu. J'ai pensé à Marcus, qui attendait sans doute quelque part à proximité des nouvelles de son avenir financier. Je suis certain, ai-je dit. Mais je veux faire les choses correctement. Je veux qu'ils comprennent exactement à quel point ils ont tout perdu. La voix de Margaret portait une note de satisfaction professionnelle. Alors,
Laissez-moi vous dire ce que j'ai en tête. Alors qu'elle exposait son plan, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, de l'anticipation. Pas cette peur sourde qui était devenue ma compagne constante, mais une véritable excitation face à l'avenir. Demain, Isabella et sa famille découvriraient ce que l'on ressent quand on est celui qui n'est pas à sa place. Demain, ils apprendraient que mon père avait été bien plus malin qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Et demain, je cesserai enfin de prétendre être l'homme qu'ils pensaient que j'étais pour commencer à devenir l'homme que je devais être. La seule question qui restait était de savoir avec quelle grâce ils allaient supporter de perdre tout ce qu'ils pensaient avoir gagné. Quelque chose me disait que la grâce ne ferait pas partie de leur réaction. La lecture du testament était prévue pour 10 heures le jeudi matin. Isabella était réveillée depuis 5 heures, s'agitant dans la maison avec l'énergie fébrile de quelqu'un essayant de contenir une excitation immense. Elle a essayé 3 tenues différentes avant d'opter pour une robe noire conservatrice qui frappait exactement la bonne note entre le deuil et la compétence professionnelle, le costume parfait pour une nouvelle veuve sur le point d'hériter d'une fortune. J'observais ses préparatifs depuis le lit, prétendant être à moitié endormie. Pendant qu'elle se maquillait avec un soin inhabituel. Elle se préparait pour la performance la plus importante de sa vie, et elle voulait avoir l'air de l'épouse responsable et attentionnée qui accepterait à contre-cœur le fardeau de gérer la succession de son défunt beau-père. « Tu es nerveuse ?» ai-je demandé, laissant ma voix trahir juste ce qu'il fallait d'incertitude anxieuse. Isabella s'est arrêtée devant le miroir, croisant mon regard dans le reflet. Un peu, a-t-elle admis. C'est une telle responsabilité. Je veux juste m'assurer de tout gérer correctement, comme ton père l'aurait voulu. Comme mon père l'aurait voulu. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Mon père avait passé les 3 dernières années de sa vie à documenter sa trahison et à comploter pour me protéger de ses manipulations. Mais Isabella croyait d'avoir été si habile, si convaincante, qu'elle avait réellement trompé le vieil homme au point de lui faire déshériter son propre fils en sa faveur. « Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien, ai-je dit. Tu as toujours été plus doué que moi pour gérer les questions financières compliquées. » C'était vrai, mais pas de la manière dont elle le pensait. Isabella avait en effet prouvé qu'elle était exceptionnellement douée pour la manipulation financière. Elle volait sur notre compte joint depuis 2 ans tout en planifiant de voler un héritage de 12,4 millions de dollars. Hélène et James sont arrivés pile à 9h30, tous deux vêtus de leurs vêtements de deuil les plus coûteux. Ils ont emmené Marcus avec eux, bien qu'ils aient essayé de faire passer sa présence pour fortuite. Il a été présenté comme un ami d'eux. La famille qui a été d'un grand soutien durant cette période difficile. Mais la façon dont les yeux d'Isabella s'illuminaient en le voyant rendait leur relation évidente pour quiconque y prêtait attention, ce que, apparemment, je n'étais pas censé faire. Richard, a dit Hélène, s'installant sur le canapé du salon avec l'air de quelqu'un qui revendique un territoire. J'espère que tu as bien dormi. Aujourd'hui va être une journée éprouvante sur le plan émotionnel. James a hoché la tête gravement. Ces procédures juridiques formelles peuvent être accablantes, surtout quand on est encore en train de digérer son chagrin. Si tu as besoin de sortir ou de faire une pause à n'importe quel moment, n'hésite pas. Ils préparaient le terrain pour l'effondrement émotionnel qu'ils attendaient d'eux. Moi. Ils voulaient des témoins pour me voir devenir bouleversé, confus, incapable de gérer le stress d'apprendre que mon père avait soi-disant perdu foi en moi. Ce serait la preuve parfaite pour leur dossier d'incapacité. J'apprécie cela, ai-je dit.
Je dois admettre que je me sens assez anxieux. Par rapport à tout ça. Isabella s'est immédiatement installée à mes côtés, sa main trouvant la mienne. Dans ce qui semblait être un geste de réconfort. Ne t'inquiète pas, chérie. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous traverserons ça ensemble. Je m'occuperai de tout. Marcus, qui se tenait près de la fenêtre en faisant semblant d'admirer la vue, s'est tourné pour m'adresser un sourire qui parvenait à être à la fois compatissant et condescendant. Ta femme est une femme incroyable, Richard. Tu as de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi capable pour veiller sur tes intérêts. De la chance d'avoir quelqu'un pour veiller sur mes intérêts. L'homme qui couchait avec ma femme depuis 4 ans me disait à quel point j'étais chanceux d'avoir sa protection. Le culot était presque impressionnant. Nous sommes arrivés au bâtiment du cabinet de Margaret Chen 15 minutes en avance. La salle d'attente était décorée dans des tons neutres et apaisants, avec une musique classique jouant doucement en fond sonore. Isabella était assise à côté de moi, sa jambe tressautant légèrement sous l'effet d'une énergie nerveuse qu'elle tentait de cacher. Hélène et James nous encadraient comme des gardes du corps, tandis que Marcus s'était posté près de la réception comme s'il n'était qu'un autre client attendant son propre rendez-vous. À 10 heures pile, la secrétaire de Margaret a appelé nos noms. Nous avons défilé dans la salle de conférence où Margaret siégeait derrière une table en acajou poli, plusieurs dossiers épais disposés devant elle. Elle portait un costume bleu marine qui lui donnait l'air d'une avocate accomplie, et son expression était professionnellement neutre. Merci à tous d'être venus, a commencé Margaret. Avant de procéder à la lecture du testament d'Harold Covington, je dois aborder certaines circonstances inhabituelles qui ont été portées à mon attention. Isabella s'est légèrement raidie, mais sa voix est restée ferme. Quel genre de circonstances ? Il semble, a dit Margaret avec précaution, qu'il y ait eu une certaine confusion concernant le contenu du testament de M. Covington. J'ai été informé que certaines parties pourraient avoir agi sur la base de fausses suppositions concernant la disposition de sa succession. Hélène s'est penchée en avant, ses yeux pâles se rétrécissant. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez dire. On nous a dit qu'Isabella hériterait de la majeure partie de la succession. Puis-je demander qui vous a dit cela ? La voix de Margaret était nette et professionnelle. Il y eut un moment de silence avant que James ne se racle la gorge. Nous avons vu une copie du testament. Isabella l'a trouvé parmi les papiers d'Harold. Margaret a hoché la tête lentement. Je vois. Dans ce document que vous avez trouvé, semblait-il officiel, dûment notarié et attesté par des témoins ? Bien sûr qu'il était officiel, a dit Isabella, sa voix prenant un ton défensif. C'était clairement le testament d'Harold. Il avait manifestement décidé que Richard n'était pas capable de gérer un héritage aussi important de manière responsable. Je vois, a dit Margaret, prenant une note sur le bloc-notes devant elle. Et vous vous sentiez confiant de procéder sur la base de ce document que vous avez trouvé ? Je voyais où cela menait, et je devais admirer l'approche de Margaret. Elle ne les accusait directement de rien. Elle les laissait simplement expliquer avec leurs propres mots comment ils en étaient venus à croire qu'ils connaissaient le contenu du testament de mon père avant la lecture officielle. Nous voulions simplement être préparés, est intervenue Hélène. Ces questions peuvent être si compliquées. Nous pensions qu'il serait utile de comprendre la situation à l'avance. Margaret a de nouveau hoché la tête, puis a ouvert l'un des dossiers devant elle. Eh bien, permettez-moi de lever toute confusion en lisant le testament.
Réel, celui qui a été dûment exécuté et déposé dans ce cabinet il y a 3 mois. La main d'Isabella a de nouveau trouvé la mienne, la serrant fort. Je sentais la tension irradier de son corps alors que Margaret commençait à lire. Moi, Harold Covington, étant sain d'esprit et de corps, déclare par là présente que ceci est mon dernier testament. Je lègue l'intégralité de ma succession, y compris tous les biens immobiliers, les actifs financiers et les effets personnels, à mon fils, Richard Covington. Le silence qui a suivi était absolu. J'entendais le doux ronronnement de la climatisation, le bruit lointain du trafic dans la rue en dessous, et la respiration rapide de la femme assise à côté de moi qui venait de voir 12,4 millions de dollars s'évaporer. C'est impossible, a chuchoté Isabella. Margaret a continué sa lecture. De plus, je tiens à affirmer clairement que mon fils Richard a toujours été un homme capable, intelligent et digne de confiance. Toute suggestion contraire est fausse et malveillante. J'ai une totale confiance en sa capacité à gérer cet héritage de manière responsable. Hélène a laissé échapper un petit bruit d'étouffement. James fixait la table. Comme si le grain du bois détenait les secrets de l'univers. Marcus était devenu livide, réalisant apparemment que son avenir confortable venait de s'évaporer. Mais c'est la réaction d'Isabella qui m'a le plus fasciné. Elle n'avait pas l'air dévasté ou choqué, elle avait l'air furieuse. Son masque si soigneusement construit de belles filles éplorées s'effritait, révélant quelque chose de froid et de calculateur en dessous. Il doit y avoir une erreur, a-t-elle dit, sa voix plus forte maintenant? Plus agressive. Le document que nous avons trouvé était daté plus récemment que celui-ci. Harold a dû changer d'avis. Margaret a refermé le dossier et a fixé Isabella d'un regard soutenu. Madame Covington, le document auquel vous faites référence était un leurre info. Testament créé spécifiquement pour vérifier si quelqu'un tenterait d'utiliser une documentation frauduleuse pour réclamer la succession d'Harold. Les mots ont frappé la pièce comme un coup de poing. Isabella a littéralement reculé, sa main lâchant la mienne comme si j'étais soudainement devenu radioactif. Vous dites que mon père savait que quelqu'un pourrait essayer de voler son testament? Ai-je demandé, injectant juste ce qu'il fallait de confusion dans ma voix. Je dis que votre père était un homme très prudent qui a pris des mesures pour protéger sa succession contre une fraude potentielle. Les yeux de Margaret n'ont pas quitté le visage d'Isabella. La question est maintenant de savoir comment ce faux document est entré en votre possession, Madame Covington. La bouche d'Isabella s'est ouverte et fermée plusieurs fois avant qu'elle ne parvienne à parler. Je l'ai trouvé dans les papiers d'Harold. J'ai supposé qu'il était légitime. Vous l'avez trouvé, a répété Margaret. Puis-je demander où spécifiquement? Dans son bureau, dans le secrétaire. Margaret a pris une autre note. Intéressant. Parce que selon mes dossiers, les seules copies de ce testament factice étaient conservées dans ce cabinet et dans un coffre-fort auquel seul Harold et moi avions accès. Il n'a jamais été emporté à son domicile. Le piège se refermait, et je voyais Isabella commencer à paniquer. Son histoire si bien préparée s'effondrait, et elle commençait à réaliser à quel point mon père l'avait surpassé. Il doit y avoir une explication, a dit Hélène désespérément. Peut-être qu'Harold a donné une copie à Isabella pour qu'elle l'examine, afin de la préparer à cette responsabilité. C'est certes possible, a reconnu Margaret. Bien sûr, cela signifierait qu'Harold lui donnait délibérément un faux document tout en prévoyant de tout
Laissé à Richard de toute façon. Cela semble, peu probable. James transpirait maintenant, son costume coûteux paraissant soudainement froissé. Écoutez, il y a manifestement eu une sorte de malentendu. L'important, c'est que Richard obtienne ce qui lui revient de droit. Nous n'avons jamais rien voulu qui ne nous appartienne pas. C'était un mensonge si flagrant que c'en était presque drôle. Ils dépensaient mon héritage dans leur tête depuis des mois, planifiant leur nouvelle vie de riche. James avait probablement déjà choisi la voiture de luxe qu'il allait s'acheter avec sa part. Mais Margaret n'avait pas fini. En réalité, il y a encore une chose. Harold a laissé des instructions spécifiques pour qu'une seconde lecture soit effectuée. Uniquement si quelqu'un tentait d'utiliser le testament frauduleux. Elle a ouvert un autre dossier, celui-ci bien plus épais que le premier. Il voulait que je lise cette déclaration supplémentaire en présence de quiconque aurait prétendu connaître ses plans successoraux avant la lecture officielle. Isabella agrippait les accoudoirs de sa chaise si fort que ses articulations étaient devenues blanches. Quel genre de déclaration? Margaret s'est raclé la gorge et a commencé à lire d'une voix qui portait le poids d'un jugement d'outre-tombe. Si cette seconde lecture a lieu, cela signifie que quelqu'un de proche de Richard a tenté de le dépouiller de son héritage légitime. À ces personnes, je veux dire ceci, je connaissais vos plans bien avant que vous ne les mettiez en œuvre. Je savais pour la liaison. Je savais pour les évaluations psychiatriques falsifiées. Je savais pour l'argent volé sur les comptes joints. Et je connaissais votre intention de faire déclarer mon fils inapte pour contrôler son héritage par une mise sous tutelle. Le visage d'Isabella s'est vidé de tout son sang. À côté d'elle, Hélène a laissé échapper un petit gémissement. De plus, a poursuivi Margaret, je possède des preuves documentées de toutes ces activités, que j'ai laissées à la garde de Richard avec des instructions sur la manière de procéder juridiquement s'il choisit de le faire. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Tout ce pourquoi ils avaient travaillé, tout ce qu'ils avaient planifié, tout ce qu'ils avaient célébré à peine 24 heures plus tôt avait non seulement disparu, mais s'était transformé en une potentielle responsabilité pénale. Margaret a refermé le dossier et a balayé la table du regard. Cela conclut la lecture du testament d'Harold Covington. Richard, si vous voulez bien rester quelques minutes, nous pourrons discuter des aspects pratiques de la gestion de votre héritage. Pour les autres, elle a marqué une pause significative, je crois que vous avez des affaires personnelles à régler. Isabella s'est levée si brusquement que sa chaise a raclé le sol. Son visage était un masque de rage à peine contenu, toute trace d'inquiétude affectueuse ayant finalement été abandonnée. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit d'une voix basse et menaçante. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée, et pour la première fois en 27 ans de mariage, je l'ai vue telle qu'elle était. Pas la femme dont j'étais tombé amoureux, pas l'épouse que j'avais tant essayé de satisfaire, mais l'étrangère qu'elle avait toujours été au fond d'elle. Si, ai-je dit calmement. C'est fini. Alors qu'il quittait la salle de conférence dans un silence de mort, j'ai réalisé que le plus remarquable n'était pas que j'ai gagné, c'était que je ne ressentais rien d'autre qu'un immense soulagement. La guerre était finie avant même qu'il ne se rende compte qu'elle avait commencé. Le silence qui a suivi le départ d'Isabella et de sa famille du bureau de Margaret Chen était profond, mais il n'était pas paisible. C'était le genre de silence qui précède la tempête, lourd de menaces tacites et d'une furie à peine contenue.
À travers les baies vitrées de la salle de conférence, je les ai regardés se regrouper sur le parking en bas, leurs gestes animés et leurs expressions échauffées me disant tout ce que j'avais besoin de savoir sur leur état d'esprit. Margaret a refermé ses dossiers avec la précision satisfaite de quelqu'un qui vient d'exécuter une manœuvre juridique parfaitement planifiée. Comment vous sentez-vous, Richard? Soulagé, ai-je répondu, et c'était la vérité. Mais aussi inquiet de ce qu'ils vont faire ensuite. Isabella ne supporte pas la défaite, et elle a eu 27 ans pour étudier mes faiblesses. Margaret a hoché la tête pensivement. Votre père avait anticipé cela. Il y a d'autres choses dont nous devons discuter, des protections qu'il a mises en place et des preuves qu'il a compilées et que vous devez comprendre. Elle a ouvert un autre dossier, celui-ci contenant des photographies et des documents que je n'avais pas encore vus. Il a été très méticuleux pour documenter leur activité. Les photographies étaient horodatées et prises par un professionnel, manifestement l'œuvre du détective privé engagé par mon père. Elle montrait Isabella et Marcus ensemble dans des situations compromettantes remontant à 4 ans. Mais elle montrait aussi autre chose, des rendez-vous avec des avocats, des visites chez des professionnels de santé et des transactions financières qui peignaient le portrait d'une conspiration allant bien au-delà d'un simple adultère. Votre père a découvert qu'Isabella avait consulté 3 avocats différents pour vous faire déclarer mentalement inapte, a expliqué Margaret, désignant des photos de surveillance d'Isabella entrant dans divers cabinets juridiques. Elle cherchait quelqu'un qui accepterait de prendre l'affaire sur la base des évaluations psychiatriques fabriquées. J'ai étudié les images, sentant une colère froide monter dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas seulement de voler mon héritage, il s'agissait de détruire ma liberté, mon autonomie, peut-être même tout mon avenir. Si leur plan avait réussi, j'aurais passé le reste de ma vie sous tutelle, médicamentée et contrôlée. Pendant qu'ils vivaient sur mon argent. Il y a aussi ceci, a dit Margaret en faisant glisser un relevé bancaire sur la table. Votre père faisait surveiller les activités financières d'Isabella. Les 15 000 $ qu'elle a retirés de vos comptes joints n'étaient que le début. Elle a aussi ouvert des cartes de crédit à votre nom et accumulé des dettes de près de 30 000 $. 30 000 $ de dettes dont j'ignorais tout. Des cartes de crédit utilisées pour financer sa vie secrète avec Marcus pendant qu'elle travaillait systématiquement à me faire déclarer incapable de gérer mes propres affaires. Quelle est notre position juridique, ai-je demandé. Solide. Très solide. Nous avons des preuves de fraude, d'usurpation d'identité, de conspiration et potentiellement de maltraitance de personnes âgées, si nous pouvons prouver qu'elle manipulait les médicaments de votre père durant sa dernière maladie. La voix de Margaret était nette et professionnelle, mais je sentais une satisfaction sous-jacente. La question est de savoir avec quelle agressivité vous voulez poursuivre cette affaire. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a vibré, un SMS. Isabella, on doit parler. Rentre immédiatement. J'ai montré le message à Margaret, qui a haussé les sourcils en le lisant. Bien, ça a été rapide. Ils se sont regroupés et ont décidé de leur stratégie, qui est probablement un mélange de menaces, de manipulation émotionnelle et de marchandage désespéré. Ils espèrent sauver quelque chose de ce désastre. Peut-être vous convaincre de leur donner une partie de l'héritage en échange d'un divorce discret. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Marcus, ta femme est très bouleversée. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être.
L'audace de l'amant de ma femme me donnant des conseils sur la façon de gérer. Mon mariage aurait été risible si elle n'était pas aussi exaspérante. J'ai montré ce message à Margaret également. Je pense, a-t-elle dit lentement, qu'il est temps qu'ils comprennent à quel point leur position juridique est précaire. Le trajet jusqu'à la maison a duré 20 minutes, me laissant le temps de me préparer à la confrontation qui m'attendait. Je vivais avec Isabella depuis assez longtemps pour connaître ses tactiques. Acculée, elle devenait soit froidement manipulatrice, soit explosivement colérique, selon l'approche qu'elle jugeait la plus efficace. Étant donné l'ampleur de son échec aujourd'hui, je m'attendais à voir de la colère. J'avais tort. Ce que j'ai trouvé était quelque chose de bien plus dangereux, un désespoir calculé. Isabella m'attendait dans le salon, mais elle n'était pas seule. Hélène et James l'encadraient sur le canapé comme des renforts, tandis que Marcus se tenait derrière eux, les bras croisés. Ils s'étaient disposés comme pour une réunion d'affaires, ce qui, je suppose, était le cas, une négociation pour leur survie financière. Richard a commencé Isabella d'une voix soigneusement modulée pour paraître raisonnable et inquiète. Nous devons discuter rationnellement de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais que tu es en colère et tu en as tout à fait le droit. Mais nous pouvons arranger ça. Je suis resté debout, surplombant les 4 personnages installés dans leur formation minutieuse. Arranger quoi, exactement? Ce malentendu concernant le testament de ton père, est intervenue Hélène avec fluidité. Il y a manifestement eu des erreurs de communication, mais l'important est que nous sommes tous une famille ici. Nous pouvons trouver une solution qui convienne à tout le monde. La famille. La femme dont la fille me trahissait systématiquement depuis 4 ans nous appelait « famille ». Quel genre de solution aviez-vous en tête, ai-je demandé. James s'est penché en avant, l'air sérieux, de cette façon qui précédait généralement ses propositions les plus manipulatrices. Écoute, Richard, nous savons que tu es blessé et en colère, mais Isabella a été une épouse dévouée pendant 27 ans. Elle mérite une certaine sécurité, une reconnaissance de sa contribution à votre mariage et aux soins de ton père durant ces dernières années. Épouse dévouée. Contribution aux soins. Ils essayaient réellement de réécrire l'histoire alors que l'épreuve de la trahison d'Isabella était encore fraîche dans tous les esprits. Et Marcus, ai-je demandé calmement. Qu'est-ce qu'il mérite, lui? La question est tombée comme une bombe dans la conversation si bien orchestrée. L'assurance d'Isabella a vacillé un instant, tandis que Marcus s'agitait nerveusement derrière le canapé. Marcus a été un bon ami pour cette famille. Durant une période difficile, a dit Isabella avec précaution. Je ne vois pas ce qu'il vient faire dans notre discussion. Ah bon? J'ai sorti mon téléphone et fait défiler ma galerie pour trouver l'une des photos que Margaret m'avait montrées, Isabella et Marcus s'embrassant devant une chambre d'hôtel il y a 6 mois. Je l'ai tenu bien en vue pour qu'ils puissent tous voir. Le détective privé de mon père a été très minutieux. Le silence qui a suivi était différent de celui, stupéfait, du bureau de Margaret. C'était le silence de personnes réalisant qu'elles avaient été prises dans un piège dont elles ignoraient l'existence. Marcus a été le premier à parler. Richard, je pense qu'il y a un malentendu. Le seul malentendu, les jeux coupés, a été de croire que vous étiez assez malin pour réussir votre coup. J'ai rangé mon téléphone et j'ai regardé Isabella droit dans les yeux. 4 ans. Mon père a documenté 4 ans de ta liaison,
de tes vols financiers et de tes plans pour me faire déclarer. Mentalement inapte. Le masque d'Isabella a fini par tomber complètement. L'épouse inquiète et raisonnable a disparu, remplacée par quelque chose de froid et prédateur. Très bien. Et alors? Tu n'allais jamais divorcer. Tu n'allais jamais te défendre. Tu allais juste continuer à me laisser te marcher dessus pour toujours. C'était la vérité qu'elle cachait derrière 27 ans de mariage. Pas qu'elle n'était plus amoureuse de moi, pas qu'elle avait fait une erreur, mais qu'elle m'avait perçu comme quelqu'un de faible et qu'elle avait profité de cette faiblesse. Elle a raison, tu sais, a ajouté Hélène, sa voix prenant un ton haineux. Tu es pathétique depuis des années. Isabella mérite mieux qu'un homme qui ne se bat. Même pas pour son propre mariage. James a hoché la tête en signe d'accord. Tu ne peux pas juste la rayer de ta vie, Richard. Elle t'a donné les meilleures années de sa vie. Les meilleures années de sa vie, tout en me volant, en me trompant et en prévoyant de me faire interner dans un centre psychiatrique. J'ai senti quelque chose en moi se mettre en place, une résolution froide et implacable qui m'a surpris par sa force. Vous avez raison, ai-je dit calmement. J'aurais dû me battre pour mon mariage. J'aurais dû me défendre il y a des années. Je les ai regardés l'un après l'autre. Mais il n'est pas trop tard pour commencer. Isabella s'est penchée en avant, sentant une faille dans mon aveu. Richard. Chérie, si tu es prêt à coopérer avec nous, on peut arranger ça. Un accord équitable, un divorce discret. Tout le monde continue sa vie. Tu n'as pas besoin d'être vindicatif. Vindicatif, ai-je répété. C'est un choix de mots intéressant. J'ai ressorti mon téléphone et composé un numéro que j'avais mémorisé pendant le trajet. Margaret, c'est Richard. Oui, j'ai pris ma décision. Déposez tout. Les accusations de fraude, d'usurpation d'identité, de conspiration. Tout. J'ai marqué une pause, regardant le sang se retirer des 4 visages. Et contacté le bureau du procureur concernant l'aspect maltraitance de personnes âgées. Isabella donnait des médicaments à mon père à son insu. Je veux qu'une enquête soit ouverte là-dessus aussi. Isabella s'est jetée vers moi, sa main tendue vers mon téléphone. Tu ne peux pas faire ça, Richard. S'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. J'ai reculé, évitant facilement son geste. Pour la première fois de notre mariage, c'était moi qui détenais tout le pouvoir, et c'était elle qui suppliait. J'y ai réfléchi, ai-je dit. J'ai pensé à 27 ans de mariage avec quelqu'un qui me voyait comme une cible à arnaquer. J'ai pensé à 4 ans passés à dormir à côté de quelqu'un qui prévoyait de me faire passer pour fou afin de voler mon héritage. Et j'ai pensé à ce que mon père voudrait que je fasse des preuves qu'il a mis 3 ans à collecter. Marcus a fait un pas en avant, sa carrure athlétique paraissant soudain moins impressionnante et plus désespérée. Écoute, l'ami, ça a été assez loin comme ça. Isabella a fait des erreurs, mais là tu parles de détruire des vies. Non, ai-je dit, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Je parle de conséquences, quelque chose que vous avez tous réussi à éviter pendant bien trop longtemps. Hélène pleurait maintenant, son maquillage parfaitement appliqué coulant sur ses joues. Richard, je t'en supplie. James a des enfants. Ce scandale va ruiner sa carrière, détruire sa famille. Alors vous auriez dû y penser avant de décider de détruire la mienne. Isabella a tenté une dernière manœuvre désespérée, sa voix se brisant sous
L'effet de ce qui semblait être une émotion sincère. Richard, je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai fait des choix terribles. Mais quelque part, sous toute cette colère, tu m'aimes encore. Tu ne serais pas aussi bouleversé si ce n'était pas le cas. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, essayant de trouver une trace de la femme dont j'étais tombé amoureux 27 ans plus tôt. Mais cette femme n'avait été qu'une illusion, une performance conçue pour ferrer une proie et la garder soumise pendant qu'elle détruisait lentement sa vie. Non, Isabella, ai-je dit calmement. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime plus depuis longtemps. Je ne m'en étais juste pas rendu compte jusqu'à aujourd'hui. La vérité de ces mots m'a frappé au moment où je les prononçais. La douleur que je ressentais n'était pas un chagrin d'amour, c'était du soulagement. Le soulagement de voir enfin clair. Le soulagement de ne plus avoir à prétendre que notre mariage signifiait quelque chose qu'il n'avait jamais été. Mon téléphone a sonné. La voix de Margaret était pragmatique et efficace. Richard, j'ai déposé les premiers documents. Les autorités veulent vous entendre. Demain matin. Êtes-vous prêt à ce que cela devienne public? Oui, ai-je répondu en regardant les 4 personnes qui avaient prévu de voler mon avenir. Je suis plus que prêt. Alors que je raccrochais, Isabella s'est effondrée sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. Les autres restaient assis dans un silence stupéfait. Comprenant enfin que leur plan n'avait pas seulement échoué, il était devenu des preuves dans une affaire criminelle qui les suivrait pour le reste de leur jour. Mais moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La liberté. Pas seulement la liberté face à leur manipulation, mais celle d'être libéré du fardeau d'essayer de sauver un mariage bâti sur des mensonges. Depuis le début. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir, pour la première fois depuis des décennies, j'allais dormir paisiblement. Le jeu était fini, et la justice commençait enfin. 6 mois plus tard, j'étais assis sur la véranda de la maison de campagne de mon père, ma maison de campagne désormais, regardant le soleil se coucher sur le lac qu'il aimait tant. La maison était tout ce qu'il avait décrit dans ses lettres, rustique mais confortable, assez isolée pour une vraie intimité, mais assez proche de la ville pour le côté pratique. Plus important encore, elle était totalement exempte des souvenirs qui avaient empoisonné ma vie en ville. Les procédures judiciaires s'étaient terminées il y a 3 semaines. Isabella a plaidé coupable de fraude et d'usurpation d'identité en échange d'une peine réduite, 18 mois dans une prison à sécurité minimale, suivie de travaux d'intérêt général. Marcus a disparu peu après le dépôt des plaintes, décidant apparemment que la loyauté envers Isabella ne valait pas le risque de perdre sa propre liberté. Hélène faisait face à la ruine financière à cause des frais d'avocat, tandis que James avait perdu son emploi lorsque le scandale avait éclaté au grand jour. Mais la véritable victoire n'était pas leur punition, c'était la paix que j'avais trouvée en leur absence. J'avais découvert des aspects de la vie de mon père qu'il ne m'avait jamais partagé. La maison de campagne n'était que l'une des nombreuses propriétés qu'il avait discrètement acquises au fil des ans. Il y avait aussi un chalet dans le Montana, un petit appartement à Paris et une villa en bord de mer dans le Maine. Il avait prévu une retraite bien différente de celle, modeste, qu'il feignait d'envisager. Plus surprenant encore, j'avais trouvé des journaux intimes remontant à 20 ans, où il documentait ses inquiétudes croissantes concernant Isabella. Il ne l'avait jamais aimée, ne lui avait jamais fait confiance malgré ça. Transformation apparente de jeune femme ambitieuse en épouse dévouée qu'elle prétendait être devenue.
Mais il avait aussi compris que je devais découvrir sa vraie nature par moi-même, en temps voulu. Le plus difficile dans le rôle de parent, avait-il écrit dans une entrée d'il y a 2 ans, c'est de regarder son enfant faire des erreurs tout temps, sachant que les empêcher le priverait de la force qui vient du dépassement. Richard est plus fort qu'il ne le croit, mais il ne découvrira jamais cette force tant que je me battrai à sa place. Il avait raison. L'homme qui avait accepté docilement la trahison d'Isabella pendant 4 ans n'aurait jamais survécu à ce qui a suivi. Mais l'homme qui avait émergé de cette destruction était quelqu'un que j'apprenais enfin à respecter. La manne financière avait changé ma vie, mais pas de la manière dont on pourrait s'y attendre. Avoir 12,4 millions de dollars ne me donnait pas l'impression d'être riche, cela me donnait l'impression d'être libre. Libre de choisir où vivre en fonction de ce qui m'apportait la paix plutôt que de ce que je pouvais m'offrir. Libre de poursuivre des intérêts que j'avais abandonnés durant mon mariage parce qu'Isabella les jugeait immatures ou peu pratiques. Libre de découvrir qui j'étais quand je n'essayais pas constamment de gagner l'approbation de quelqu'un d'autre. Je m'étais remis à l'écriture, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université. Rien d'ambitieux, juste des observations sur la vie au bord du lac, des souvenirs de mon père, des réflexions sur l'étrange processus de reconstruction d'une vie à partir de 0 à 57 ans. Je ne prévoyais pas de publier quoi que ce soit, mais l'acte d'écrire me donnait l'impression de récupérer une partie de moi-même que je pensais perdue à jamais. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. L'identifiant affichait un numéro que j'avais bloqué il y a des mois, mais qui apparaissait encore occasionnellement quand Isabella utilisait d'autres téléphones pour tenter de me joindre. J'avais arrêté de répondre à ses appels, mais quelque chose m'a poussé à décrocher cette fois. Richard. La voix d'Isabella était éteinte, dépouillée de l'assurance qui l'avait autrefois définie. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je n'ai pas raccroché, mais je n'ai pas parlé non plus. Après un moment, elle a continué, je sais que je n'ai pas le droit de t'appeler. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai gâché. Ah bon, ai-je demandé calmement. J'avais un homme bon qui m'aimait, et j'ai traité cela comme si ça n'avait aucune valeur. J'avais une vie stable, un avenir, et j'ai tout parié pour quelqu'un qui a disparu dès que les choses sont devenues difficiles. Sa voix s'est légèrement brisée. J'ai détruit 27 ans de mariage pour un homme qui ne viendrait même pas me voir en prison. Il y eut un silence au bout du fil. J'entendais sa respiration, je pouvais presque la sentir attendre que je lui offre du réconfort, un pardon, un signe. Que notre histoire commune signifiait encore quelque chose malgré tout. Isabella, ai-je dit finalement, j'espère que tu trouveras la paix. J'espère que tu apprendras à être la personne que tu prétendais être toutes ces années, mais je ne ferai pas partie de ce chemin. Je comprends. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. J'avais juste besoin que tu saches que tu n'étais pas l'échec de notre mariage. C'était moi. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans l'obscurité grandissante, pensant au pardon, à la guérison et aux chemins étranges qui nous mènent à la vie que nous sommes censés vivre. Je ne haïssais plus Isabella. Cela s'était dissipé depuis des mois, remplacé par quelque chose de plus proche de la pitié. Elle passerait des années à reconstruire sa vie sur les décombres de ses choix. Et c'était une justice suffisante. Mais plus important encore, je n'avais plus besoin de son approbation de ma valeur pour me sentir entier. La validation que
J'avais passé des décennies à chercher auprès de quelqu'un incapable de la donner était devenu hors de propos. On a frappé à la porte d'entrée, me tirant de mes pensées. Je n'attendais personne. La maison était délibérément isolée, et j'avais pris soin de ne pas partager ma nouvelle adresse. À travers la fenêtre, je voyais une femme debout sur la véranda, ses cheveux argentés accrochant les derniers rayons du soleil. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvée face à Sarah Peterson, la bibliothécaire de la ville. Nous avions eu plusieurs conversations agréables ces derniers mois lorsque je venais chercher des livres sur l'écologie des lacs et l'histoire locale. Elle avait environ 60 ans, avec des yeux doux et cette présence confortable de quelqu'un qui a trouvé un véritable contentement dans une vie simple. « J'espère que je ne vous dérange pas », a-t-elle dit en tenant un plat couvert. J'ai fait trop de soupe pour une seule personne, et je me suis souvenu que vous aviez mentionné que vous appreniez encore à cuisiner pour vous-même. C'était un geste si simple, offert sans attente ni arrière-pensée, qu'il m'a fallu un instant pour répondre. À quand remontait la dernière fois où j'avais connu une gentillesse qui n'était pas assortie de conditions? C'est vraiment très gentil, ai-je dit en m'effaçant pour la laisser entrer. Voulez-vous rester dîner? J'allais justement manger quelque chose qui ne peut probablement pas rivaliser avec une soupe maison. Sarah a souri, et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose s'agiter dans ma poitrine qui n'était ni du chagrin, ni de la colère, ni du soulagement. C'était une possibilité. Nous avons discuté pendant 2 heures. Autour de la soupe et d'un verre de vin, de livres, de voyage et de la satisfaction particulière de regarder les saisons changer depuis la même fenêtre. Chaque jour. Elle m'a parlé de son défunt mari, un enseignant décédé il y a 5 ans, et de la vie tranquille qu'elle s'était construite autour de la bibliothèque, de son jardin et d'un petit cercle d'amis qui privilégiaient le fond sur la forme. En partant, elle n'a pas fait d'allusion à de futures rencontres ni de plans élaborés. Elle a simplement dit « Merci pour cette charmante soirée » et elle est repartie dans la nuit avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui connaît sa propre valeur. J'ai fait la vaisselle lentement, réfléchissant à la différence entre la solitude subie et la solitude choisie. Durant la majeure partie de mon mariage, j'avais été désespérément seule tout en n'étant jamais seule. Désormais, j'étais souvent seule, mais rarement en proie à la solitude. Et quand cela arrivait, c'était le genre de manque qui vient du fait d'avoir quelque chose de bon à regretter, plutôt que quelque chose de toxique à fuir. Plus tard, assis près de la cheminée avec un livre que je lisais par pur plaisir, j'ai repensé au dernier cadeau de mon père. Ce n'était pas seulement l'argent, les propriétés ou même l'épreuve qui m'avait libéré des manipulations d'Isabella, c'était l'exemple qu'il avait donné, la force tranquille d'un homme qui avait planifié avec soin, agi de manière décisive et fait confiance à son fils pour devenir la personne qu'il devait être. À 57 ans, je découvrais enfin ce que l'on ressent quand on vit sans peur, la peur de décevoir quelqu'un, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être à la hauteur. L'héritage m'avait donné la sécurité financière, mais le véritable trésor était la certitude que je pouvais survivre à tout, à la trahison, à l'humiliation, à la perte et en ressortir plus fort. Mon téléphone a vibré, un SMS. Mais cette fois, ce n'était pas d'Isabella. C'était de Sarah, merci pour ce soir. Si le club de lecture dont je vous ai parlé vous intéresse, nous nous réunissons les jeudis soirs à la bibliothèque. J'ai regardé autour de moi cette maison silencieuse, cette vie que je reconstruisais de toutes pièces, et j'ai réalisé que pour la première fois depuis des décennies, j'étais enthousiasmée par l'avenir.
Non pas parce que je m'étais vengé de ceux qui m'avaient fait du tort, mais parce que j'avais enfin appris à m'estimer assez pour choisir la paix plutôt que le chaos. L'authenticité plutôt que la performance, et une connexion sincère plutôt qu'un attachement désespéré. L'homme de 27 ans qui avait épousé Isabella Whitfield cherchait quelqu'un pour le compléter. L'homme de 57 ans assis près de cette cheminée avait appris à se suffire à lui-même, ce qui signifiait qu'il était enfin prêt à partager sa vie avec quelqu'un capable d'apprécier ce qu'il offrait, plutôt que d'exploiter ce qui lui manquait. J'ai répondu, j'aimerais beaucoup. Dehors, le lac clapotait doucement contre la rive, et une chouette ululait quelque part dans l'obscurité. À l'intérieur, le feu crépitait doucement. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais vraiment chez moi. L'héritage que mon père m'avait laissé n'était pas que de l'argent, c'était la liberté. La liberté face aux gens qui me voyaient comme faible. La liberté face aux relations bâties sur la tromperie. Et la liberté de découvrir à quoi ressemblait le vrai bonheur pour un homme qui avait passé l'essentiel de sa vie à se contenter de moins que ce qu'il méritait. En montant me coucher, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir du couloir. Le visage qui me regardait était plus vieux, marqué par la trahison et la perte. Mais il y avait quelque chose dans les yeux qui n'était pas là 6 mois plus tôt. De la force, de la paix, l'assurance tranquille d'un homme qui avait appris à faire confiance à son propre jugement. Demain, je rejoindrai un club de lecture, non pas parce que j'étais seul, mais parce que j'étais prêt à partager le contentement que j'avais trouvé. Je continuerai à écrire, à explorer cette nouvelle vie, à être surpris par les possibilités qui s'ouvrent quand on cesse d'essayer de réparer ce qui est irrémédiablement brisé pour commencer à construire du neuf. Mon père avait eu raison sur tant de points, mais surtout sur celui-ci. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est l'espace nécessaire pour se sauver lui-même. Isabella et sa famille essayaient encore de sauver ce qu'ils pouvaient de leurs vieux mensonges, mais moi, j'étais passé à une vérité qui m'appartenait entièrement. Et pour la première fois en 57 ans, cette vérité était amplement suffisante.